Alors, jongler entre un statut de salarié et d'indépendant en Israël, c'est une super opportunité. Mais ça peut aussi devenir un vrai casse-tête, surtout côté finance. La grande question, c'est est-ce que le montant de cotisation sociale qu'on paye est le bon, ou est-ce qu'on laisse, sans le savoir, de l'argent à l'administration chaque mois? L'idée ici, c'est de tout mettre à plat, de clarifier les règles pour que chacun puisse optimiser sa situation. Voilà, c'est vraiment la question qui peut tout changer pour le portefeuille. Parce que, soyons honnêtes, naviguer entre une fiche de paie et des revenus d'indépendants, face au Bitoile Leumi, l'assurance nationale israélienne, ouais, ça peut vite paraître compliqué. Le risque, c'est de payer trop. Alors, on va décortiquer tout ça ensemble. Le but? Avoir des réponses vraiment claires. Allez, voilà le programme. D'abord, on va bien cerner le problème, le fameux puzzle du multi-actif. Ensuite, on plonge dans le vif du sujet, les calculs. Comment ça marche concrètement? Après ça, on passera aux choses sérieuses, les stratégies pour optimiser tout ça et reprendre le contrôle. On regardera aussi les pièges classiques à éviter pour ne pas se faire avoir. Et pour finir, on verra les étapes concrètes, les ressources pour passer à l'action. C'est parti. Bon, première étape, comprendre le défi. Le vrai cœur du problème, c'est de saisir comment l'administration israélienne perçoit ces deux sources de revenus. Et petit spoiler, non, ce n'est pas une simple addition. Il y a une logique de priorité, une règle du jeu bien précise, et c'est vraiment là que tout se joue. Maintenant, on passe au morceau de résistance, le calcul des cotisations. C'est vraiment la clé de voûte de tout le système. Une fois que ces règles sont maîtrisées, non seulement on comprend ce qu'on paie, mais surtout on peut l'anticiper. Et ça change tout. Alors voilà, la règle d'or, le principe fondamental qu'il faut absolument retenir. Pour le B2 Leumi, le revenu salarié est toujours prioritaire. C'est aussi simple que ça. L'employeur prélève les cotisations sur ce salaire en premier. Et c'est seulement après, une fois que c'est fait, qu'on va s'intéresser aux revenus de l'activité indépendante. Ok, un chiffre à graver dans sa mémoire pour 2025. 7 522 shekels. C'est un peu le chiffre magique. Il correspond à 60% du salaire moyen en Israël. Pourquoi il est si important? Parce que c'est le seuil qui sépare deux mondes. L'idée est simple, on taxe moins la première partie des revenus. Donc tout ce qui est en dessous de 7 522 shekels profite d'un taux réduit. Tout ce qui dépasse, eh bien, ça passe au taux plein. Et justement, ces fameux taux, les voilà. Pour le revenu d'indépendant, on a un taux réduit à 7,7% et un taux plein qui lui grimpe à 18%. La grande question, c'est de savoir quel taux s'applique et sur quelle partie des revenus. Eh bien, la réponse dépend entièrement du revenu salarié, comme on va le voir tout de suite avec des exemples concrets. Allez, premier cas de figure, le plus simple. Imaginons un salaire de 8000 shekels. C'est plus que notre seuil de 7522, d'accord? Ça veut dire que le salaire a déjà, à lui tout seul, mangé toute la tranche qui bénéficie du taux réduit. La conséquence, elle est immédiate. La totalité du revenu d'indépendant, disons 12 000 shekels dans cet exemple, passe directement à la caisse au taux plein de 18%. Maintenant, passons au cas un peu plus complexe, mais qui est en fait super fréquent. Le salaire est de 4 000 shekels, donc on est bien en dessous du seuil. Là, le calcul pour l'indépendant se fait en deux étapes. D'abord, on regarde ce qu'il reste de la tranche à taux réduit. Le calcul est simple. 7 522 moins les 4 000 du salaire. Ça nous laisse 3 522 shekels. C'est cette somme-là, prise sur le revenu d'indépendant, qui va être cotisée au taux sympa de 7,7%. Et ensuite, eh bien, tout le reste du revenu d'indépendant, tout ce qui dépasse, bascule sur le taux plein à 18%. Voilà, comprendre ces calculs, c'est bien, c'est la base. Mais là où ça devient vraiment intéressant, c'est quand on utilise cette connaissance pour optimiser. Le but, ce n'est pas de frauder, c'est de payer le montant juste en utilisant intelligemment tous les leviers légaux qui existent. Et l'un des plus grands leviers, c'est le statut juridique. D'un côté, on a l'entreprise individuelle. C'est simple, c'est direct, les cotisations sont calculées sur le bénéfice net. Le gros inconvénient, la responsabilité est illimitée. De l'autre côté, la société, type SARL. Là, on sépare bien les patrimoines, ce qui est une grosse sécurité. Et surtout, ça permet de se verser un salaire. Et ça, c'est la clé pour l'optimisation. Bien sûr, les coûts sont plus élevés. C'est un vrai choix stratégique. Un autre point absolument crucial, les charges déductibles. Il faut bien se rappeler que les cotisations sont calculées sur le bénéfice. Donc chaque dépense professionnelle justifiée, que ce soit le loyer d'un bureau, du matériel, des frais de véhicule, une formation, vient réduire ce bénéfice. Et c'est mécanique, moins de bénéfices, c'est moins de cotisations à payer. La rigueur ici, c'est de l'argent économisé. Parfait. Maintenant qu'on a vu comment optimiser, parlons un peu des erreurs qui coûtent cher.
Parce qu'une bonne gestion, c'est aussi savoir où sont les pièges pour ne pas tomber dedans. Protéger ses finances, c'est d'abord éviter les faux pas. Ici, le maître mot, c'est la précision. Il y a des erreurs de qualification à ne surtout pas commettre. Par exemple, confondre les revenus de son activité professionnelle avec des revenus patrimoniaux comme des loyers. Une autre erreur classique, mal attribuer une charge. Et bien sûr, faire attention à l'année de rattachement des revenus. Une petite erreur de ce type peut sembler anodine, mais en cas de contrôle, les conséquences peuvent être lourdes. Ok, on a vu la théorie, les calculs, les stratégies, les pièges. Maintenant, la question c'est, concrètement, on fait quoi? Cette dernière partie, c'est un peu la boîte à outils pour passer à l'action. Et on commence par une question administrative de base, mais fondamentale. À quel moment doit-on déclarer cette activité mixte? La règle est très claire là-dessus. Il faut informer le Bitoile Léomi dans les 90 jours qui suivent le début de la deuxième activité. L'anticipation, c'est vraiment la clé pour éviter les ennuis. Et la procédure, elle est simple, en 3 étapes. 1. On respecte bien ce délai de 90 jours. 2. On remplit le formulaire qui va bien, c'est le numéro 6101. Et 3. On joint les justificatifs nécessaires, en particulier les fiches de paye et une attestation de l'employeur. C'est simple, direct, mais c'est absolument indispensable de le faire. Et puis, il y a un allié qu'il ne faut surtout pas sous-estimer, le portail en ligne du B2H Léomi. C'est une vraie mine d'or. On peut y faire des simulations, on peut ajuster ses paiements provisionnels en cours d'année si les revenus changent. Bref, on peut tout piloter soi-même. C'est vraiment l'outil parfait pour garder la main sur ses finances en temps réel. On termine donc avec la question qu'il faut se poser maintenant. Est-ce que le statut actuel est vraiment le plus optimal pour l'année à venir, pour 2025? On a vu ensemble les clés pour analyser la situation, des calculs de base aux choix plus stratégiques. Ça vaut vraiment le coup de prendre un peu de temps pour y réfléchir. 1 heure de réflexion aujourd'hui, ça peut représenter des milliers de shekels d'économie demain. Merci d'avoir suivi cette analyse.